certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Corinne qui va nous expliquer comment elle a réussi à maigrir sans régime. Elle va nous parler émotion, amour de soi, amour du corps et méditation. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 1. Bonjour Corinne. Bonjour Virginie. Comment tu vas? Eh bien, plutôt bien. Tranquillement. Super. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon podcast. Alors, tu es la première d'une longue série. Je te remercie pour ta confiance. Ben, écoute, je suis enchantée de commencer la série et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Corinne? Alors, je suis Corinne Chapelle, j'ai 55 ans, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'éducation nationale, je suis en reconversion dans le l'accompagnement des personnes et je suis surtout ici pour une autre raison qui est plus personnelle que professionnelle, c'est l'hyperphagie qui est une maladie dont je souffre depuis toujours et cette maladie est reconnue par le milieu médical depuis 2013. Voilà, donc dans le cadre effectivement de ce podcast, on va parler de ton addiction à la nourriture, donc de cette maladie que tu viens de dire, et puis on va essayer de suivre ton parcours et le chemin que tu as fait, par rapport à cette addiction. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes problèmes du coup par rapport à cette maladie, comment ça se manifestait? Comme tu le disais, effectivement, l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire. Donc, ce sont des personnes qui mangent énormément en quantité, en très peu de temps, et qui font ça en général dans le secret, l'intimité, parce que ça s'accompagne de honte, très très grosse honte, de culpabilité. Il y a des sentiments qui sont très très forts et donc effectivement cette addiction à la nourriture entraîne très souvent une obésité. La différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est que quelqu'un qui souffre de boulimie va avoir des comportements compensatoires, c'est-à-dire qu'il va essayer de se faire vomir, il va se faire vomir, il va avoir un excès de sport ou alors il va prendre des laxatifs, tout ce qui va lui permettre d'éliminer ce qu'il a ingurgité, alors que l'hyperphagique garde en lui tout ce qu'il a mangé. D'accord. Ça avait des conséquences donc physiques sur toi, ça? Oui, l'obésité. J'ai atteint 130 kilos. D'accord. Voilà. Au plus haut, parce qu'après on fait le yo-yo, parce qu'en fait au départ, moi je savais pas, je connaissais même pas le mot hyperphagie, je savais même pas que c'était un trouble alimentaire. La première chose que j'ai perçue, c'est ma tendance à grossir justement, donc j'ai commencé à faire des régimes, tout ce qu'il faut pas faire quand on est dans ces troubles de comportement, parce que ça accentue la frustration, ça accentue la culpabilité quand on craque.
et tout ce cocktail d'émotions explosifs va déclencher des crises à répétition. Et ces crises, avant d'être vues comme étant des problèmes de comportement alimentaire, sont juste vues comme un manque de volonté. Voilà, c'est ça, l'extérieur te renvoie que tu n'as pas la volonté, et toi-même, à ce moment-là, est-ce que c'était ce que tu pensais? Bien sûr, j'ai pas la volonté, j'y arrive pas. Et c'est maintenant, avec le recul, que je me rends compte que c'était pas le cas. Parce que dans ma vie, j'ai perdu, je sais pas, 5-6 fois 25 à 30 kilos. Ouais. Donc, capable de contrôler, de gérer la nourriture, sauf que ces accès j'y arrive pas. Est-ce que tu pourrais nous dire, à ce moment-là, quand tu n'avais pas encore trouvé la solution, toi, quel était ton but? Ton but, c'était de perdre du poids, c'était d'être plus sereine. Ça a été ma première. Voilà, quel était ton but? Même pas. J'étais pas du tout sur le registre des émotions, en fait. D'accord. Moi, la seule chose, c'est que j'étais au départ en surpoids, puis obèse, puis sans réussir à contrôler ça, alors que par ailleurs, j'avais l'impression que tout le restant de ma vie allait très très bien, mais que ça, c'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. D'accord. Et du coup, j'étais uniquement focalisée sur le poids. Alors quand même, voilà. Quand j'ai eu 25 ans, je me disais c'est bizarre quand même parce que j'y arrive pas. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre du psychologique. Parce que cette maladie, quand tu étais à quel moment, en fait, les problèmes d'hyperphagie, tu les as eus à partir de quel âge? Tu as souvenir ou pas? Très tôt. Très tôt. Quand avec ma sœur qui elle a des problèmes d'anorexie, tu vois, d'accord. Ouais. Donc c'est voilà un contexte et en fait avant à la préadolescence on avait déjà des comportements de compulsion alimentaire très très fortes. Oui. Et voilà, on faisait ça en cachette. Voilà, mes parents ne le savaient pas. Ils étaient eux par ailleurs très très stricts au niveau alimentaire, donc physiquement ça ne s'est pas vu dans les premières années. Oui. Et c'est à partir de l'âge de 20 ans que j'ai commencé à prendre du poids. Quand tu as été une vie plus autonome et où tu pouvais gérer toute seule en fait. Voilà. À partir de là, voilà, ça a été parfois en flèche. Parfois, je prenais plus d'1 kilo par semaine pendant. J'ai pu prendre 30 kilos en une année à certains moments. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de l'ordre psychologique. Donc, j'ai commencé à faire une psychanalyse, mais je suis pas allée jusqu'au bout. J'étais pas prête, je pense. D'accord. Alors que la personne que j'ai rencontrée, je me rends compte maintenant qu'elle avait déjà toutes les clés, qu'elle mettait déjà toutes les clés à ma disposition. Oui, mais toi, j'étais pas certainement prête à les trop jeune. Recevoir à ce moment-là. C'est ça. Ouais. J'étais pas prête. Donc après, j'ai essayé toutes sortes de régimes. J'ai essayé mais plein de choses. Je suis une experte. mais j'avais toujours dans l'idée que je vais faire un effort à un moment et puis après ça ira bien. Et en fait, je passais de frustration à excès et j'ai eu une prise de conscience à un moment donné. Oui. C'est quand je me suis mariée lors de mon mariage actuel, à mon deuxième mariage. Oui. J'étais sur un petit nuage. J'étais extrêmement heureuse.
j'étais très bien, équilibrée émotionnellement certainement. Oui. Et j'ai perdu 20 kilos sans rien faire, en fait. D'accord, sans et t'en là, rendre je me suis compte, rendu sans le compte, décider, en c'est fait. ça. D'accord. Exactement, sans le décider, tout seul. J'allais naturellement vers l'alimentation qui me convenait. Je n'avais aucun effort à faire. En tout cas, et dans le même temps, sans le décider consciemment, c'est en ça. tout cas. C'est Ça me fait penser, ça, voilà. Ça. Oui. Sans effort, en fait. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait effectivement des personnes qui naturellement avaient un autre rapport que le mien à la nourriture. Oui. Des personnes qui pouvaient être gourmandes, mais qui vont s'arrêter quand elles ont plus faim. Oui. Ce que moi, je connaissais pas. Donc, je me suis dit, la sensation de satiété, tu l'avais pas en fait, ou tu savais pas ce que c'était en fait. Non, je ne connaissais pas non plus la faim. D'accord. Parce que y a des erreurs qui sont faites, je pense, par beaucoup dans la diététique, c'est qu'on nous dit faut faire attention à pas avoir faim, parce que ils pensent que c'est la faim qui déclenche une crise, mais pas du tout. Et la faim n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais eu faim jusqu'à ce que j'apprenne à reconnaître la faim et à me mettre en situation d'avoir faim pour voir ce que c'était. Mais la faim, c'était un petit peu, on nous faisait peur avec ça. On nous disait, oh là là, mais si vous avez faim, vous allez déclencher une crise. Donc, il faut pas avoir faim. Il faut manger en quantité. Et donc voilà, je ne savais pas ce qu'était la faim. Je savais pas ce qu'était la satiété. Mais je me suis rendu compte que l'état psychologique a influencé sur mes choix. Et oui. Et du coup, je me suis tournée vers l'hypnothérapie. Pour essayer d'avoir ces choix-là bien installés durablement. Oui, parce qu'en fait, mais l'effet n'a été... Excuse-moi, ce que je comprends, c'est que quand, donc, à ton deuxième mariage, là, tu as perdu du poids sans t'en rendre compte, sans le décider consciemment, mais tu as eu peur de reprendre du poids à ce moment-là. Mais je l'ai repris. Tu l'as repris. Je l'ai repris derrière. Oui, c'est pas resté en fait. C'est ça, c'est pas resté. Et du coup, j'ai essayé avec l'hypnothérapie. Je me suis dit je vais me remettre dans cette situation inconsciente là. Oui. Mais l'effet était momentané à chaque fois. Ça ne durait pas. Voilà. Donc j'ai continué du coup à chercher, à me dire en fait c'est pas le régime qui c'est vraiment l'état d'esprit sur lequel je dois travailler. Et du coup, j'ai lu alors là un livre qui s'appelle Maigrir sans régime des docteurs Zermati et Appeldorfer. Je connais ce livre exactement. Je l'ai utilisé aussi. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai découvert pour la première fois le mot hyperphagie. Et j'ai découvert la description exacte de ce que je ressentais, de ce que j'avais, même de ma vie en fait. Ils auraient pu se servir de ma vie pour écrire leur livre. C'était exactement ça. Et oui. Et là, tu devais te sentir moins seule, de te dire mais je suis pas seule. D'autres gens vivent la même chose. Ouais. Donc c'est ça. Il y a des solutions certainement. C'est ça, et surtout l'arrêt de la culpabilité. Cette culpabilité que j'ai eue pendant 50 ans, les 45, j'exagère. Oui. Avec des erreurs que j'avais répétées, qui étaient effectivement les aliments interdits, ne plus avoir faim, la frustration, la culpabilité et toutes ces émotions que j'ai essayé de renier en fait. Je voulais pas les reconnaître. Et donc quand tu as lu ce livre, c'est là où il y a eu vraiment un passage à l'action alors, mais tu l'as fait seule juste avec le livre ou tu t'es fait accompagner? Alors, je l'ai fait qu'avec le livre, mais ça n'a pas suffi en fait. D'accord.
parce que j'avais un gros problème sur la gestion des émotions. Oui. Pour moi, extérieurement, j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'émotions. Je ne me suis jamais mise en colère. Je ne suis pas triste, pas anxieuse. Je suis très calme, tu vois, très linéaire, qui m'a beaucoup servi dans mon métier d'ailleurs, parce que et puis les gens autour apprécient beaucoup ce calme, sauf que je me suis rendu compte que je devais avoir des émotions, et c'est en démarrant la méditation que j'ai commencé à voir que j'étais comme tout le monde, que j'avais des émotions, que je pouvais être agacée, énervée, en colère. Et du coup, c'est ce travail sur les émotions qui fait que au lieu, si tu veux, d'empiler les émotions en soi, de les entasser jusqu'à ce que ça explose devant le frigo, eh bien, en les accueillant au fur et à mesure, alors ça veut dire les reconnaître, les accueillir, les accepter, on commence on arrête d'ailleurs d'avoir des accès hyperphagiques, parce que dès que j'ai commencé la méditation quotidiennement il y a 5 ans, depuis je n'ai plus aucune crise d'hyperphagie. D'accord. Ça a été vraiment le déclenchement, ça a été la reconnaissance des émotions par le biais de la méditation. Quand tu médites et que tu fais tu vois, je faisais un scan corporel, et puis je me dis, mais j'ai un petit truc dans la gorge là, je sens, j'ai une petite sensation, tu sais, comme un peu la gorge serrée. Je me dis, oui, mais d'accord, c'est ça, mais finalement je dois avoir quelque chose qui m'énerve. Et là, comme ça, voilà, petit à petit, en les reconnaissant au moment où elles apparaissaient, j'ai évité qu'elles apparaissent d'une façon compulsive et non contrôlée, en fait. D'accord. Donc donc ton absence, tu parles d'absence d'émotion, en fait, au départ, devait y en avoir, mais qui n'arrivait pas à sortir, donc elle sortait d'une autre façon. Et tu compensais, en fait, par la nourriture, et quand tu as accepté de les reconnaître, de les faire sortir, de les écouter, accepter qu'elles rentrent dans ta vie, et la nourriture est moins rentrée dans ta vie, en fait. C'est ça qu'un peu tu me dis. C'est ça. Alors, il y avait effectivement ça qui a évité les accès hyperphagiques, parce que ce qui distingue un accès hyperphagique d'une envie, c'est que l'accès hyperphagique, il est pas contrôlable. En fait, quand on a un accès, on commence à avoir une obsession ça commence par une envie qui tourne à l'obsession et qui prend toute la place dans le cerveau. Physiquement, on commence à avoir la transpiration, des tremblements, et bien souvent, parce qu'on nous conseille de pas avoir les aliments interdits chez nous. Et en fait, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans un magasin sans savoir comment j'y étais arrivée. Oui, d'accord. Là, c'était tellement fort que de toute façon, même si l'aliment n'est pas dans la maison, tu trouveras le moyen de le trouver. C'est ça. Et moi, je me disais même, tu vois, j'avais les moyens de me les acheter, mais je pense que si j'avais pas eu les moyens, je crois que j'aurais été capable de le voler. Tellement c'est fort, en fait. Et après, quand tu manges, tu ressens de la honte, de la culpabilité, et finalement, il n'y a pas le plaisir de manger. Moi, je mangeais en pleurant. D'accord. Et oui. C'est au-delà de l'envie, tu vois. C'est pas juste, j'ai envie d'un carré de chocolat, je me fais plaisir et je vais manger la tablette. C'est vraiment au-delà de ça. C'est ce qu'on disait au départ, c'est vraiment une addiction, comme une drogue, en fait. C'est pas une question de volonté, et cette culpabilité, effectivement, que la société peut transmettre, et du coup on intègre soi-même, qui est que si
si on a ces accès hyperphagiques, on se culpabilise, c'est de notre faute, on n'a pas la volonté, on est mauvais. Donc c'est le cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que limite on finit par se punir d'être mauvais, donc on s'en sort pas. C'est ça, tu es mauvaise, de toute façon on regarde comment tu es, tu ne sais pas t'arrêter, donc c'est de l'autoflagellation constante en fait. C'est ça. Et du coup, alors ça c'est le deuxième travail, il y a la gestion des émotions, mais il y a aussi le développement de l'amour de soi et de son corps. Et c'est difficile d'aimer un corps qui fait 130 kilos, mais c'est nécessaire en fait, parce que il faut arrêter de le maltraiter. Et du coup, moi j'ai réussi en fait, en me rendant compte de tout ce qu'il faisait pour moi. C'est-à-dire que cette surcharge pondérale, il la gérait. Quand on a un accès hyperphagique, on se remplit jusqu'au fond de la gorge. On peut limite plus bouger parce que sinon tout va ressortir. Donc tout ça, il arrivait à le digérer, à l'éliminer. Enfin, du coup, j'ai eu une très grande reconnaissance pour ce que faisait mon corps pour moi et finalement pour m'aider à gérer ces accès, pour les éliminer malgré tout. Ils me portent. J'ai eu des difficultés à marcher. Quand on est en surcharge, on a du mal à marcher. Donc, je me suis décidée à prendre soin de lui. D'abord par la cosmétique en fait. D'accord. En me mettant des huiles, des crèmes, et en ayant de la reconnaissance pour mon corps et en décidant que avec lui j'allais tenter de faire autrement et de pas le faire souffrir autant. En fait. Donc, que ça devienne notre ami et qu'on l'aime et qu'il nous aime, parce qu'effectivement, si on déteste son corps, comment ce corps pourrait nous faire plaisir et comment il pourrait se sentir bien. C'est vrai que c'est une notion très importante, ce que tu nous partages là, qui est certainement pas évidente, mais qui, à mon avis, est indispensable. C'est-à-dire que si on ne s'aime pas, comment arriver à devenir ce qu'on voudrait être? Exactement. Et en fait, tu vois, tu disais que moi, je commençais à accepter mon corps pour qu'il m'aime, mais je pense que lui, il m'a toujours aimé, en fait. Ah oui. Parce que lui, il a toujours géré. Il a, en plus, quand le mental ne gérait plus, le corps, il gérait encore. Lui, il était là, et en plus, moi, j'ai une chance incroyable. J'ai aucun effet secondaire de l'obésité. J'ai pas de cholestérol, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas de diabète, j'ai mon cœur qui va très bien, mon foie qui va bien. Enfin, tout. J'ai eu une hospitalisation, un bilan pour faire le point, justement. Et franchement, il est assez incroyable parce que il gère tout correctement. Et donc voilà, c'est par cet amour que j'ai développé pour lui et puis pour moi aussi, pour qui j'étais. Bon, ça se travaille toujours. On se réveille pas un jour en disant finalement, je suis merveilleuse. C'est comme un sportif, c'est comme un muscle en fait. L'amour de soi, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que le jour où on arrête de l'utiliser, il s'use. Donc c'est en l'utilisant qu'il continue à travailler. Et du coup, comment tu as fait alors pour justement arriver à voir? Tu l'as décrété un jour en disant à partir d'aujourd'hui, je décide d'aimer mon corps, ou ça a été un travail plus long? Non, ça a été. Enfin, je savais que c'était la clé. D'accord. Donc, c'était évident pour toi que ça allait être la clé, qu'il fallait l'utiliser. Oui. Voilà. J'ai décidé que je devais porter mon attention sur arrêter de le maltraiter. Voilà. Et pour arrêter de le maltraiter, c'était plus facile si j'étais reconnaissante de tout ce qu'il avait fait pour moi et de tout ce qu'il faisait pour moi. Ouais.
voilà et puis c'est l'amour du corps, mais c'est aussi l'amour de soi, de qui on est, parce que ça, pendant longtemps, on croit que c'est de l'égoïsme, alors qu'en fait, s'aimer soi-même, c'est la première étape pour aimer les autres. Bien sûr. Plus on a d'amour pour soi et de bien-être, plus on peut le donner aux autres. Donc, tout ça, c'est du développement personnel que j'ai fait par des livres, par des formations internet. Et puis c'est un travail que je continue encore et encore et qui se fera tout le temps, parce que je pense qu'on a toujours du chemin à faire. C'est sûr, le chemin ne s'arrête jamais. C'est ça. Et les résultats, alors si on peut parler donc des résultats, ça veut dire que aujourd'hui, est-ce que tu es un poids de forme qui te convient, ou est-ce que tu as encore des yo-yo? Pas encore, mais en tout cas, on n'est plus dans. J'ai eu encore des yo-yo pendant cette période de méditation, parce que j'ai géré mes envies autrement. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais une envie qui arrivait, j'y cédais pour qu'il n'y ait plus de frustration, d'aliments interdits. Donc on est dans l'acceptation, on n'est plus dans la culpabilité. Donc c'est un long chemin. Oui. Et du coup, il y a du yo-yo, de même que la gestion des émotions, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un long travail. Maintenant, depuis ces 5 ans, donc il n'y a pas eu de crise incontrôlable. Et depuis 1 an, là, je sens que je suis sur une perte qui est plus durable. D'accord. Mais qui est longue encore. J'ai perdu 31 kilos, j'en ai encore plusieurs à perdre. Je me donne le temps et là, effectivement, j'axe aussi mes habitudes quotidiennes sur une relation à l'alimentation qui va me permettre à la fois d'être bien, et qui va me permettre petit à petit de descendre encore un peu, parce que j'ai envie de bouger davantage, en fait. J'ai le corps encombrant, même si déjà 30 kilos, ça fait une sacrée différence. Je peux pas encore faire tout ce que j'ai envie de faire. Il y a eu des résultats donc vraiment en perte de poids, et pas plus d'accès hyperphagique. On n'est plus dans dans tous les problèmes que tu avais au début, et cette spirale infernale de cercle vicieux. Et au niveau des bénéfices émotionnels, tu as trouvé l'amour de toi, donc il y a une certaine sérénité quand même maintenant qui se dégage. Ah oui, ça change la vie de toute façon, parce que tout ce travail-là permet de se retrouver soi-même. C'est effectivement, je suis restée calme, mais pas parce que je ne voulais pas voir mes émotions, je les cachais, mais parce que maintenant, je les accueille, je les accepte. Et c'est une sérénité qui, du coup, est beaucoup plus profonde. Enfin, elle a des bases plus solides, et elle est constante. Donc, ce travail-là apporte du bonheur, en fait. Et oui, c'est ça, tout simplement, en fait. Tout simplement, et la chose la plus compliquée à trouver, mais la chose qu'on recherche tous. Merci beaucoup, Corinne, pour ton partage. Je suis sûre que beaucoup de gens se reconnaîtront
dans ce témoignage. Tu nous as offert beaucoup de clés, le fait de comprendre que quand on a une addiction, on n'est pas responsable dans le sens où on n'est pas coupable. Par contre, on peut prendre la responsabilité de réagir par rapport à ça, de trouver des solutions. Tu as cherché tes solutions, tu en as trouvé. Il y a eu des résultats, il y a eu des bénéfices. Et vraiment, je pense que voilà, les personnes trouveront des clés là-dedans. Et le livre, effectivement, des docteurs Zermatt, Apfeldorfer, je le connais, je l'ai utilisé, et je confirme que c'est un livre qui apporte beaucoup. Corinne, je vais te souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup de ta confiance. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès la publication. Vendredi prochain, je recevrai Karine. Elle nous expliquera comment elle a pu dépasser à la quarantaine un mal-être de plus en plus pesant et trouver le bonheur d'être qui elle est. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2 pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.